la maison d'édition, les éditions du Typhon, ont 5 ans maintenant. Donc on l'a créé, le premier texte est sorti fin 2018. Et en fait, c'était une volonté, je crois, comme beaucoup d'autres éditeurs, c'est-à-dire la création de maison d'édition se fait avant tout à partir d'un texte. Voilà. Et nous, en l'occurrence, c'était des auteurs anglais des années 50-60 qui n'étaient plus publiés en France, ou en tout cas ou certains qui n'avaient jamais été traduits, et qui nous paraissait très important de ressortir aujourd'hui parce que ça parlait à notre monde contemporain. Donc voilà, il y a cette rencontre sur le texte aussi. Moi, je venais aussi de l'édition, j'ai travaillé pour d'autres maisons d'édition, et il y avait aussi cette volonté avec Florian de faire quelque chose aussi par nous-mêmes, c'est-à-dire aussi d'avoir cette liberté en créant une maison d'édition, de publier vraiment les auteurs que l'on avait envie de publier, de les défendre de notre propre façon, de trouver aussi les moyens pour les faire aller jusqu'au public, ce qui est le plus compliqué aujourd'hui dans le marché du livre. Donc voilà, il y avait cette volonté de publier des auteurs qu'on aime, qu'on avait repérés, et cette volonté de faire les choses de la façon dont on a envie de les faire. Et la maison d'édition a donc été fondée en 2018. En revanche, c'est une vieille idée, donc on a pris beaucoup de temps pour lire, se préparer, trouver des territoires littéraires un peu en friche ou voilà, qu'on souhaitait explorer et découvrir. Et puis petit à petit, oui, il y a eu cette organisation-là de voir ces 3 collections, c'est-à-dire la première Après la tempête, qui va parler d'une littérature plutôt, on va dire, du réel. La seconde, où se trouve Hoffmann, qui s'appelle Les Hallucinés, où on est du côté de la littérature fantastique, gothique, policière. Et puis désormais, une collection de semi-poche qui s'appelle Soleil Noir, qui permet d'accompagner des titres qui ont bien marché en grand format et auxquels on veut donner une seconde vie en poche. Nous, en tant que lecteurs, c'est vrai qu'on vient aussi quand même de cette génération. On a vu d'autres éditeurs avant nous, voilà, je sais pas, comme le Tripole, le Nouvel Attila, Toussaint Louverture, qui ont ramené aussi cet attachement à l'objet livre dans la production éditoriale française. Donc nous, dès le début de l'aventure éditoriale, c'était primordial aussi de proposer voilà, qu'il y ait une image autour du Typhon et qui passe aussi par une grande liberté graphique. C'est-à-dire que vous remarquez sur les livres finalement que là, ce qui unit l'ensemble du catalogue, c'est le format des livres sur les grands formats, c'est la position aussi du logo dessiné par Benjamin Vesco comme une étiquette enfin, qui viendrait se coller comme ça sur le livre, ce qui nous permet après sur chaque objet finalement d'avoir une vision presque artisanale de la conception de la couverture, c'est-à-dire de trouver à chaque fois avec l'illustrateur avec lequel on travaille l'illustration ou alors le travail typographique qui convient au mieux à l'ambiance du livre. Et c'est aussi ce choix d'aller vers l'illustration ou avec des typographies très marquées, c'est aussi voilà, une volonté aussi de susciter du désir auprès du public, quoi, parce que quand on se balade en librairie, je pense aussi que l'objet livre attire l'œil et c'est ce qui donne envie aussi d'aller à la découverte d'auteurs qu'on ne connaît absolument pas, d'univers qui sont peut-être éloignés de nos habitudes de lecture. Enfin, en tout cas, voilà, ça permet de susciter une curiosité qui je pense aujourd'hui indispensable. Et c'est vrai que on a peut-être plus une conception peut-être anglo-saxonne de la façon de créer les livres plutôt qu'à la française. Mais vous le voyez, c'est quelque chose qui change quand même beaucoup maintenant dans le paysage éditorial en France. Tristan Bonnemain s'occupait de la plupart des couvertures de la collection Les Hallucinés, donc cette collection sur la littérature fantastique, gothique. Il avait commencé voilà, par illustrer Elton's Brody, Edgar Mitterholzer, et ensuite il y a eu cette volonté, du fait de la relation également amicale, d'aller encore plus loin. C'est-à-dire le travail sur les couvertures, c'est déjà très important, c'est déjà un travail vraiment à la fois, comme tu l'as dit tout à l'heure, cousu main, mais on peut aller encore plus loin dans ce cas-là de l'aventure du livre illustré. C'est-à-dire comment l'artiste va s'approprier également le texte et quel va être son regard sur le texte. Voilà, et c'est vrai que quand on a créé la maison d'édition il y a 5 ans, on a été entouré aussi par une bande d'illustrateurs qui sont voilà, des amis avec qui on partage les locaux de la maison d'édition, qui nous ont beaucoup aidés au début, parce que lorsqu'on commence une maison d'édition, voilà, sur des questions techniques, je sais pas, le choix du papier, qu'est-ce qui est possible techniquement, qu'est-ce qui est compliqué, comment réduire les coûts, etc., toutes ces questions-là, ils ont été très présents dans la création de la maison d'édition et de l'identité visuelle, et donc Tristan Bonnemain faisait partie aussi voilà, de ces illustrateurs et qui ont travaillé très régulièrement, Tristan Bonnemain, Benjamin Vesco qui a fait le logo, l'identité graphique, Adrien Bargin,
voilà, d'autres, Irène Tardif, d'autres personnes qui reviennent très souvent comme ça et qui accompagnent le développement, enfin l'image en fait, tout simplement, graphique de la maison d'édition. Tristan, il a un attachement quand même, il a un univers, vous pouvez aller voir son travail, il a un univers quand même qui flirte avec l'étrange, c'est-à-dire qu'il y a toujours une forme de naïveté dans ses dessins, et en même temps toujours quelque chose qui surgit, qui est un peu inquiétant, qui crée du trouble en tout cas. Donc Hoffmann, c'était évident de le faire avec Tristan. Et on aimait bien aussi de confronter un auteur du passé comme Hoffmann, un illustrateur contemporain. Donc voilà, on n'a pas voulu faire un livre d'Hoffmann avec, je sais pas, reprendre, j'en sais rien, des gravures, je dis comme ça, de Gustave Doré ou d'autres. Voilà, on voulait vraiment qu'il y ait dans ce livre-là, parce qu'on y tient dans la maison d'édition, puisqu'on a des auteurs du passé, des auteurs contemporain, et qui est voilà, ce regard en tout cas d'un illustrateur contemporain sur l'œuvre de E.T.A. Hoffmann. Et ensuite le travail, ça a été du travail de lecture avec Tristan, c'est-à-dire qu'on a décortiqué les textes, on s'est demandé à quel moment ça pouvait être intéressant d'illustrer, de quelle façon. Vous voyez, vous allez voir dans le livre, il y a des illustrations en double page, pleine page, il y a aussi des in-text, des moments aussi où ça accompagne le texte. Donc c'était savoir aussi comment trouver un rythme de l'illustration qui ne viennent pas non plus trop perturber le rythme de lecture. Oui, parce que petit à petit, dans cette collection et même dans l'autre, il y a des auteurs qui nous ont conduits ou reconduits vers Hoffmann, qui était un auteur qu'on aimait beaucoup. Je pense notamment à l'auteur russe dissident Andrei Sinievski, voilà, le père de Yegor Gran, qui accompagne également ce travail-là. Et Andrei Sinievski, il a également écrit sur la littérature et sur l'illustration. Il a une formule, il a dit voilà, l'illustration, elle n'est pas là forcément pour affadir, elle n'est pas là pour réduire l'imaginaire, mais elle est là au contraire pour servir, pour être une sorte d'invitation. Une invitation à quoi? À la fête que sera l'entrée du livre dans votre vie. Voilà, et en lisant cette phrase-là, ça a été également quelque chose qui a pu nous conduire dans le rapport à l'illustration, comme étant une invitation à cette fameuse fête que sera l'entrée du livre dans la vie. Et en plus de ça, il faut dire que là, on n'est pas c'est-à-dire il y a une nouvelle traduction, il y a quelque chose qui est fait aussi, un bel appareil critique d'Elisabeth Lemire et Jacques Cotin. On est dans un bel objet qui n'est pas un objet académique, un objet qui à nos sens parle au présent, parce que ce qu'avait à nous dire Hoffmann, ça nous parle toujours autant aujourd'hui. En fait, la force d'Hoffmann, c'est vraiment de mélanger, on va dire, réalité physique et réalité psychique. C'est-à-dire les moments où on est là, on ne sait pas si ça se passe en dehors ou si ça se passe au-dedans. On ne sait pas si les personnages sont angoissés parce qu'à l'extérieur, ça fait très peur, ou si c'est parce que c'est à l'intérieur d'eux-mêmes que ça fait très peur. Et on se rend compte aujourd'hui à quel point, justement, c'est souvent une grande confusion entre réalité physique et réalité psychique, quoi, entre tiens, ce qui peut véritablement se passer, est-ce que ça se passe à l'extérieur ou est-ce que ça se passe dans les personnes. Et Hoffmann est plutôt lucide là-dessus. Elle nous dit attention, ne vous trompez pas, la plupart des monstres ne sont pas à l'extérieur, ils sont en nous. Voilà. Et en ça, ça me semble une grande leçon d'E.T.A. Hoffmann. Oui, il y a aussi cette question de la réalité. Vous allez voir que les textes d'Hoffmann sont peuplés aussi d'automates, de créatures de ce genre-là, et ça résonne aussi évidemment aujourd'hui avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, avec le rapport aussi que l'on a avec la technologie qui déforme aussi notre perception de la réalité. Et après aussi simplement, c'est qu'Hoffmann, c'est quand même il vous embarque tout de suite dans le texte, quoi. Donc c'est quand même une vraie aventure de lecture. C'est quand même voilà, on est plongé tout de suite dans cet univers-là. Ça fait certes peur, mais aussi c'est très drôle. Hoffmann ne se prend jamais au sérieux. Ça, c'est très agréable aussi dans les textes. Et voilà, en plus, je pense que dans le texte, dans le livre, on a réussi à trouver une unité où voilà, chaque conte se répond un peu l'un à dialogue l'un avec l'autre et oui, je pense qu'Hoffmann n'a pas pris une ride dans ce sens-là de plaisir de lecture que vous allez avoir en ouvrant le recueil Dans la nuit de Théa Hoffmann. Le livre a été publié en novembre 2022. Non, c'était une super aventure. On a eu il y a eu pas mal de presse, il y a eu des très beaux articles, notamment un dans Libération. Les libraires se sont beaucoup emparés. C'était au moment c'était juste avant les fêtes, donc ils ont fait beaucoup de vitrines aussi, avec les dessins de Tristan. Non, ça a permis voilà, de remettre, parce que c'était aussi à l'occasion même si voilà, peu de gens le savaient, mais c'était à l'occasion aussi des 200 ans de la mort de Théa Hoffmann. Donc voilà, c'était plus pour nous, c'était plus symbolique, mais voilà, c'est quand même un univers Hoffmann. Pour les gens qui aiment la littérature fantastique, qui aiment la littérature horrifique, c'est quand même, il est à la base de tout, quoi.
puis on a pu travailler donc dans le cadre justement de 200 ans de la mort d'Hoffmann avec les instituts culturels allemands, les Goethe-Instituts, et on se rendait compte à quel point justement il y avait de multiples entrées pour Hoffmann, c'est-à-dire qu'à la fois ceux qui aiment la littérature s'y retrouver, ceux qui aiment le récit, l'art du conte s'y retrouver aussi. Ensuite Hoffmann, c'est quelqu'un qui aurait voulu être musicien et qui a inspiré beaucoup de musiciens, donc il y avait l'entrée de la musique, le cinéma de même, donc on voyait l'influence d'Hoffmann dans le cinéma, donc on a pu créer des programmations cinématographiques assez larges. Hoffmann, il y a ce concept qui est le concept de l'inquiétante étrangeté qui a parlé à Freud. Donc de fait, on a pu organiser des rencontres entre littérature et psychanalyse. Et on se rendait compte, à chaque fois, on commence à s'intéresser à Hoffmann et ça crée comme ça des ramifications d'intérêt de plein de genres différents. Et de fait, le public a été ravi de se rendre compte que l'une des personnes à l'origine de tout ça, c'était lui. On n'a pas eu le choix, c'est nos parents qui nous ont forcé Ouais. à faire la maison d'édition. Maman. Vous êtes très obéissant. Non, c'est très, très agréable, je crois. Je confirme.